Bonjour à vous tous, merci de prendre le rendez-vous de cet entretien sur Gulf TV Africa. Le mois de juin est consacré à la biodiversité, aux océans, à l'arbre, à l'environnement. L'objectif est de protéger l'environnement, bien évidemment. À travers la gestion des déchets plastiques, on peut y arriver efficacement. Les déchets plastiques peuvent d'ailleurs être triés, traités et transformés en Afrique, et c'est comment y arriver qui nous intéresse. L'invité est spécialiste des questions environnementales, des déchets appliqués à l'innovation sociale et économique. Son nom, Edem Dalmilda. Bonjour à vous. Bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cet entretien. Alors dites-nous comment vous appréhendez personnellement le déchet. Le déchet, je l'appréhende au-delà du simple résidu qui n'a plus d'utilité. Je dis souvent que le déchet est plus qu'un déchet et le déchet représente une véritable opportunité économique, une véritable opportunité de développement pour nos pays s'il est abordé comme solution. Le déchet a-t-il cette même valeur dont vous parlez dans la conception même des sociétés africaines? J'appelle à la redéfinition même du déchet en comprenant que le déchet et l'environnement ont une place dans nos traditions endogènes, dans nos traditions spirituelles, dans nos cultures et dans notre éducation. Il est important que cette place soit connue, en tout cas soit de nouveau révélée, pour que notre rapport à l'environnement, notre rapport aux déchets puisse justement changer et revenir à ce que c'était dans nos cultures. Donnez-nous alors un aperçu des différents types de déchets qui existent. Alors, les déchets sont classés de façon normative en différentes catégories. Vous avez les déchets non dangereux et les déchets dangereux. Vous avez les déchets ménagers et vous avez également les déchets industriels. Vous avez les déchets, dans les déchets ménagers ou industriels, vous avez ce qu'on appelle les déchets dangereux. Vous avez les déchets également provenant de soins à risque infectieux. Vous avez des déchets provenant de l'exploitation de mines, des déchets radioactifs. Donc vous avez tout type de déchets qui suivent une codification bien particulière. Les déchets agricoles également. Quels sont les déchets dangereux? Quand on dit déchets dangereux, il faut s'attendre à voir quoi? Alors, c'est tout type de déchets qui représentent un risque pour l'humain et pour l'environnement dans son ensemble. Au plus près de chez nous, je parlerai des batteries, des piles, par exemple. Ce sont des déchets dangereux. Un peu plus loin, ce sont aussi des déchets qui proviennent de l'activité nucléaire. C'est des déchets que nous retrouvons parfois même dans notre smartphone, dans nos télévisions. Ce sont ces déchets également qui proviennent des soins. Qui représentent, je l'ai dit, des risques infectieux. Vous avez tout type de déchets dangereux. Les huiles également peuvent être classées en fonction de leur composition comme des déchets dangereux ou des déchets spéciaux. Alors, avons-nous des raisons valables de les regarder comme une matière première créatrice de richesse, de rémunération, d'emploi? Je pense que c'est la première et cela devrait être la raison exclusive de les regarder. En tout cas, sur le continent, les déchets doivent véritablement résoudre un certain nombre de maux. Je vais parler des tensions sociales, je vais parler je dirais, des défis sociaux en termes d'emploi, en termes de création d'opportunités économiques pour la jeunesse, en termes de perspectives pour la jeunesse, oui. Donc, pour répondre à votre question, je réponds véritablement par l'affirmatif. C'est bien comme ça qu'il faut regarder le déchet. De point de vue général, sur le continent africain, quelle appréciation faites-vous de la gestion des déchets? La gestion des déchets aujourd'hui sur le continent a énormément évolué. Il y a quelques années, c'est vrai que nous l'avons constaté, ce sont les décharges. Le dépotoir est d'abord venu sous l'effet de l'urbanisation et du développement, est devenu une décharge, puis une décharge totalement incontrôlée. Puis aujourd'hui, il y a une volonté des politiques nationales, il y a une volonté des gouvernements
de s'approprier véritablement la question même de la décentralisation. Les processus de décentralisation sont venus accélérer cela en termes de préoccupation, mais on remarque encore qu'on se cherche un peu, pour parler peut-être de façon terre à terre. Les politiques se cherchent encore un peu, notamment sur l'aspect de la valorisation et l'aspect du recyclage. Le sujet est encore un peu trop, je dirais, embryonnaire. Et le déchet est aujourd'hui beaucoup plus, malheureusement, encore abordé sous l'angle exclusif presque de la collecte à l'élimination. Même si la valorisation et le recyclage restent des préoccupations, et surtout que des exemples de réussite existent, notamment au sein de l'économie informelle, au sein des organisations de la société civile et pour bien nombre d'entreprises et d'industries. Comment trouvez-vous la gestion des déchets plastiques, des déchets en général au Bénin? Au Bénin, alors, il faut dire que le Bénin, par sa politique, a un modèle singulier que je caractérise plutôt d'innovant au regard de ce qui se fait dans la sous-région. Le Bénin a cette particularité, ou la politique du Bénin a cette particularité, évidemment, de s'inscrire dans une vision stratégique et à la fois innovante. D'autres États ont fait le choix de partenariats public-privé sous différents angles. Le Bénin a aujourd'hui, et on a certainement reproché à l'État central de vouloir s'occuper de tout, mais je veux surtout rappeler que la question du déchet et la question de l'environnement, avant même les conventions que nous signons, relève du rôle régalien de l'État et surtout relève aussi de la Constitution. Et donc, c'est d'abord le premier test, le premier cadre légal de prise en charge de la gestion des déchets. Maintenant, la gestion des déchets au Bénin fait face, ou en tout cas doit très rapidement répondre à un certain nombre de défis. Je crois qu'il y a des sujets qui sont mis en place avec des partenariats de plus en plus poussés avec les organisations de la société civile où on implique de plus en plus l'informel. C'est un modèle innovant qu'il faut regarder de près et qui peut faire cas d'école et surtout devenir un pôle d'excellence dans la sous-région et voire en Afrique subsaharienne. Alors nous notons dans vos publications que vous n'appréciez pas, vous n'aimez pas certains mots. Il y a des expressions que vous dénoncez, la notion de pré-collecte par exemple, vous n'aimez pas cette notion. Oui, je crois qu'il y a trop de mots qui nous gouvernent sous l'impulsion effectivement de plusieurs organisations de la société civile, notamment internationales ou de partenaires au développement ou de bailleurs de fonds. Et le concept même de pré-collecte me dérange, en tout cas moi en tant que spécialiste qui ai pu faire mes classes aussi ailleurs en Occident. Quand je me balade un peu dans les pays développés, je ne trouve pas de notion de pré-collecte. La pré-collecte, pour parler encore une fois de façon terre à terre, le préfixe pré démontre véritablement qu'il s'agit d'un processus avant. Donc, ce qui est avant la collecte, ce n'est pas la collecte. Or, aujourd'hui, dans nos référentiels aujourd'hui de gestion de déchets, on nous parle de pré-collecte, mais c'est véritablement la collecte. Alors, pour reposer clairement la base, c'est que la pré-collecte, c'est le processus par lequel le déchet arrive dans la poubelle et où la poubelle devient véritablement le point de départ de la collecte. Et donc, si on pose la question sous cet angle, on comprend que la pré-collecte doit répondre à des questions précises, à une ingénierie précise, et que la collecte elle-même répond à toute une organisation précise. Et donc, mélanger les deux continue d'entretenir malheureusement quelques erreurs parce que les solutions ne sont pas les mêmes. La façon d'appréhender et la pré-collecte, donc notamment la gestion du déchet avant la mise en poubelle, continuera de poser problème. Quel type de modèle économique pour un retour sur investissement, n'est-ce pas, dans la filière des déchets au Bénin? Alors, la question du modèle économique, je crois que cette question s'impose d'elle-même. Le déchet et la façon de l'aborder appellent en soi de nouveaux modèles économiques, d'ailleurs, que beaucoup d'institutions, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient financières, ne savent pas encore appréhender ou n'appréhendent pas en tout cas suffisamment. C'est vraiment de nouveaux modèles économiques qui surtout
implique le facteur humain, le facteur social au cœur de son développement. Nous sommes là dans des modèles où il faut rechercher plutôt un retour sur investissement dans un temps beaucoup plus long, parce qu'il y a plusieurs processus, ce serait long d'en parler ici, plutôt que le modèle classique d'un retour sur investissement en 5 ou 7 ans. Ce sont des investissements lourds, ce sont des organisations de ressources humaines, de nouveaux modèles sociaux à mettre en place, et c'est en ça que l'innovation sociale est un facteur, est un catalyseur de ces modèles économiques qu'il faut encourager et que la plupart de nos financiers, de nos institutions doivent mieux appréhender. Alors nous allons parler à présent de l'expert du déchet, Edem D'Almeida. Dites-nous comment est-ce que cet engagement de valoriser bien les déchets vous est venu? Alors, je dis toujours quelque chose qui fait sourire quand je me retrouve dans un rendez-vous galant et qu'on me demande mes passions. Je dis le déchet, c'est ma passion. Alors, évidemment, ça fait toujours sourire. Oui, il y a un peu plus de 16 ans maintenant que j'ai découvert le monde du déchet, véritablement, après avoir m'être intéressé, je dirais, au concept du développement durable. Et le déchet, j'ai poussé les portes d'une entreprise internationale, Suez, qui m'a formé, qui m'a permis de travailler notamment sur l'approvisionnement, toute l'ingénierie de l'approvisionnement des centres de tri et de valorisation. Et là, la question s'est posée, en digne fils d'Afrique, voulant toujours garder ce lien important entre l'Afrique et le reste du monde, je me suis demandé, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce modèle n'est pas transposable en Afrique? Et dans le développement de mes activités, j'ai souhaité ensuite, en devenant un trader à mon compte de déchets industriels, rechercher un relais de croissance en Afrique, et je me suis dirigé naturellement vers le Togo où je suis né, où nous avons eu la chance de monter le premier centre de tri et de valorisation multifilière de la sous-région. Donc, c'est en comprenant davantage le déchet dans son contexte local, en comprenant que le déchet ne doit plus être abordé, je dirais, sous le coup de l'émotion politique ou sous le coup de l'émotion, je dirais, de l'activiste, que le déchet est un véritable élément de développement, un véritable facteur de développement et d'éducation, de transformation culturelle, de transformation sociale. C'est comme ça que je me suis pris de passion pour ce secteur et encore aujourd'hui, je ne me vois pas encore faire autre chose. Moi, je trie, c'est votre initiative. Parlez-nous-en. Et selon vous, comment trier le déchet peut être profitable à l'Afrique? Alors, j'ai trouvé à un moment de ma carrière que le facteur manquant aujourd'hui, ou en tout cas insuffisamment compris, était la sensibilisation et surtout l'éducation. Et il fallait mettre un modèle qui ne puisse pas peser sur l'entreprise. Ça a d'abord été un programme de l'entreprise, puis ensuite, nous sommes devenus une association. L'idée de Moi Je Trie, avec le jeu de mots qui va avec, JEU, c'est justement de faire de l'école un maillon de la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers. Alors tout de suite, lorsque ça a été annoncé en 2016, on m'a dit, mais quelle blague, ramener les déchets de la maison à l'école, des écoles nous ont sortis, nous ont virés, mais aujourd'hui c'est plus de 120 000 bénéficiaires, ce sont des opérations sur le Togo, sur la Côte d'Ivoire, avec des partenaires de renom, avec des bailleurs de fonds internationaux, des grandes entreprises qui nous soutiennent, qui accompagnent, qui font aujourd'hui de cette école, je dirais, un facteur ou un lieu où on fait appel au rôle éducateur de l'enfant. Le constat est simple. L'enfant rappelle à son père et à sa mère que téléphoner au volant, c'est mauvais, que brûler le feu rouge, c'est mauvais. Et donc, désormais, il dit à ses parents, ma bouteille plastique, mon papier n'est plus à finir à la poubelle, mais je dois aller le mettre dans le bac de tri à l'école. Et pour tout ça, il faut ensuite apporter du sens, parce que c'est souvent ce qui manque. On ne peut pas dire aux gens juste trier vos déchets parce que c'est bon pour la planète. Ça ne marche pas chez nous, il faut qu'on arrête avec ce discours. Et donc, donner du sens à ça, c'est de valoriser le déchet, de montrer que ça génère une économie,
et de permettre à l'enfant de réaliser des projets qu'il a choisis. Le premier projet que les élèves ont choisi, c'était d'équiper une bibliothèque de quartier avec un matériel informatique et donc désormais avec une salle informatique. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, ce sont des potagers qui sont créés, ce sont des portails d'école, ce sont des toitures d'école qui sont refaites, ce sont des instruments de musique qui sont achetés par les écoles pour intégrer la musique dans leur sujet. Mais nous intervenons sur différents aspects, que ce soit sur des livrets pédagogiques, sur la protection des écosystèmes marins. C'est aussi un pôle d'insertion et de formation professionnelle aujourd'hui dans les métiers de l'économie circulaire. Donc c'est assez vaste. Nous sommes présents dans 3 pays aujourd'hui et nous ambitionnons dans 5 pays d'ici 2025. Quelle quantité de déchets triez-vous dedans? C'est très anecdotique, c'est une question qui me fait toujours sourire, mais nous, aujourd'hui, sur Africa Global Recycling, nous avons comptabilisé à peu près 15 000 tonnes de déchets depuis la création. C'est à peu près 2 à 3 000 tonnes suivant les années qui sont valorisées. L'objectif, c'est toujours d'avoir le bon déchet. Et au-delà de cet aspect, je veux souligner que nous ne sommes pas les seuls acteurs en tout cas qui trions ou qui valorisons les déchets. Dans une ville comme Lomé, par exemple, c'est 800 tonnes de déchets par jour. Je pense que le Bénin est sensiblement égal, c'est à peu près 450 000 tonnes de déchets par an. Donc vous voyez qu'on est encore loin des ratios et qu'il y a énormément du travail et surtout de la place pour tout le monde. On appelle de plus en plus à combattre la pollution plastique. Vous appelez à une réorientation de la réglementation. Alors, comment aboutir, selon vous, à un accord qui prend en compte le contexte africain? Le reproche que je fais à cette petite quinzaine de pays africains qui ont pris des mesures, notamment parlant de l'interdiction des sachets plastiques, c'est que je crois que la loi n'a pas été faite avec les bons acteurs. La loi n'a pas été suffisamment, et j'assume totalement ce que je dis, les lois n'ont pas été faites suffisamment, sinon on aurait des cas de réussite. Et je le dis, c'est 11 pays. Mais il faut replacer la place de l'industrie plasturgiste dans nos économies. En termes de création d'emplois, en termes de création de valeur, cette loi, si on doit la résumer, c'est fermer vos entreprises. Et on voit bien que l'État a du mal. Mais il faut une réorientation de ces dispositifs en deux points très rapidement. Un, ce n'est pas le plastique qui pose problème. Ce n'est pas le sachet plastique en lui-même qui pose problème. C'est la façon de produire ce plastique et c'est la façon de gérer la fin de vie de ce plastique. La production de ce plastique, il faut aussi voir quel est, je dirais, le sens économique, quel est l'avantage économique de recycler ce type de plastique. Plus on fait un sac plastique plus fin, plus ça sera compliqué et donc il n'y aura pas d'intérêt économique derrière. Si aujourd'hui nous arrivons à réglementer l'épaisseur du plastique, nous résolvons un petit problème. Le deuxième problème qu'il faut accompagner, c'est faire en sorte que les bons acteurs, notamment les industriels, sous l'effet du bâton et de la carotte, donc des mesures incitatives et des mesures contraignantes, participent au développement de la filière et surtout à la structuration de la filière. Cela donnera un certain nombre de travail à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, des économies qui existent, dans la filière de collecte. Et donc, cela obligera aussi, toujours avec des mesures incitatives, les industriels à investir dans des chaînes de recyclage des produits qu'ils déversent. Donc, c'est toute une chaîne de valeur à construire et c'est important que nos lois puissent être réorientées. Peut-être que le Bénin pourra être ce premier pays innovant en la matière et qui prendra, je dirais, cette opportunité. Selon vous, la solution n'est pas dans les lois, si je comprends bien, les accords, mais dans une prise en compte, voilà, des réalités sociales, des réalités psychologiques. C'est bien cela.
Alors, dire que les lois ne servent à rien, non, c'est pas tout à fait mon discours. L'État et le législateur doivent jouer leur rôle et il faut le cadre, mais il faut le cadre qui permette justement que le déchet puisse révéler son plein potentiel, à l'image d'ailleurs de tout le potentiel qu'on note aujourd'hui dans le développement du Bénin. Mais ce qu'il faut dire sur cette question de la réglementation, c'est que de plus en plus, le facteur humain, le facteur social, doit être intégré. C'est une composante dans la réflexion. Et on ne pourra pas gagner la bataille exclusivement sur l'axe réglementaire. Il faut évidemment travailler sur la culture. Tant que le déchet et l'environnement seront réservés aux ratés, on n'aura rien fait, on n'aura pas transformé la société. Tant qu'il sera toujours compliqué, et je vous donne mon exemple, pendant les 3 premières années de mon activité, il était compliqué de rencontrer un directeur de société parce qu'on estimait que moi, Edem Dalmeda, je n'étais pas un vrai chef d'entreprise parce que j'opérais dans le déchet. Il a fallu que les médias occidentaux parlent de moi, il a fallu que mon expertise soit reconnue d'abord par les occidentaux pour qu'on commence à me donner une certaine considération. Donc, c'est culturel. Et donc, cette transformation culturelle, elle est nécessaire pour pouvoir, je dirais, drainer et révéler, je dirais, ce plein potentiel qui doit devenir un axe stratégique de développement au même titre que l'agriculture, que tous les sujets énergétiques, l'agrobusiness, etc. À votre avis, qu'est-ce qui rend difficile la réutilisation ou le recyclage des déchets plastiques? L'intérêt économique, tant que ça coûtera peu cher, voire pas du tout, de continuer à polluer, de faire en sorte que nos sachets plastiques se retrouvent dans nos canalisations, dans nos caniveaux, la question ne se pose pas. Mais tant qu'on aura une mesure contraignante, mais que la fiscalité joue son rôle pour être un cadre incitatif à l'investissement, à la recherche, au développement de nos industries, et je crois véritablement que ces sujets peuvent être réglés. Je vous donne un exemple. Le cadre OHADA prévoit dans son approche de la responsabilité sociale des entreprises, prévoir un reporting extra-financier des entreprises déjà de plus de 250 salariés. C'est déjà un premier levier pour rendre cela contraignant. Ce n'est pas une nouvelle loi. Nous sommes déjà dans ces dispositions. Donc, voilà des débuts de solutions pour que nous puissions relever encore une fois ces défis. Et parlant de transformation, les déchets dangereux, qu'est-ce qu'on en fait? Les déchets dangereux, alors, il y a la transformation, il y a la valorisation, mais il y a le traitement. Nous sommes signataires de nombreuses conventions. Le Bénin n'y échappe pas, le Togo, de la sous-région. Nous avons signé des conventions internationales, des conventions régionales. Je peux parler des transports transfrontaliers de déchets avec la convention de Bamako, par exemple. Il faut développer, je dirais, des pôles de traitement qui nous sont propres. Le traitement coûte énormément cher et les solutions sont plutôt en Occident. Si, à l'échelle régionale, il ne faut pas que ce soit un sujet par pays, surtout, autant nous pouvons développer des filières industrielles et des filières de gestion des déchets propres à nos pays, autant je crois que ce sont les organisations régionales, ou en tout cas une synergie entre États, qui doivent permettre de s'adapter à ces conventions avec des points de traitement, ou en tout cas des filières de traitement, d'un certain nombre de déchets dangereux directement sur le continent africain et de façon régionale, même si, et c'est pour ça que je parle vraiment d'adaptation face aux conventions, mais pour ça, il faut que ce soit les juristes également et les politiques qui mettent la main à la pâte et se saisissent de la question. Est-ce qu'il est impossible, selon vous, pour les pays africains, de faire du déchet un pôle de développement durable? Est-ce qu'il est impossible? Non, je n'y crois pas. Je suis un éternel optimiste et l'engouement que j'ai aujourd'hui, en tout cas l'attention que j'ai aujourd'hui sur le cas du Bénin, le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, démontre qu'il y a une possibilité. Là où nous en étions il y a 10 ans, c'est loin. Aujourd'hui, nous sommes dans de vraies réflexions stratégiques
de nos États. On était à une phase où plutôt c'était, je dirais, des points politiques qu'on recherchait. Aujourd'hui, non, ce sont de vraies convictions qui portent la question et je crois véritablement, oui, qu'on va s'en sortir. Encore faut-il se donner les moyens de sortir des effets d'annonce encore malheureusement trop présentes sur le continent. Encore une dernière question. Quelles sont les perspectives, selon vous, du Bénin en matière donc de gestion de déchets plastiques, déchets dangereux, transformation, tri de déchets? Valorisation, c'est le prochain défi. Et je crois que la société de gestion des déchets, elle est effectivement en jeu, mais je pense que 3 ans, c'est un niveau de maturité intéressant pour prendre un risque et organiser véritablement une filière de valorisation, mais en faisant appel aux modèles de réussite, en coordonnant les modèles de réussite, portés par les organisations de la société civile, les ONG, en ne laissant pas les coopératives de côté. Il y a des modèles coopératifs qui sont développés aujourd'hui dans les centres de transfert, et en, je dirais, intégrant les industriels sur ce schéma et les investisseurs également sur ce schéma-là. Alors, je rappelle que nous avons reçu dans cet entretien Edem D'Almeida. Il est spécialiste des questions environnementales, de déchets appliqués à l'innovation sociale et économique. Il a plus de 15 années d'expérience en la matière. Il est fondateur et dirigeant de l'entreprise Africa Global Recycling, AGR, je lis, et il est le président fondateur de l'ONG Moi Je Trie. Il intervient dans l'éducation environnementale en milieu scolaire. Eh bien, on va s'en arrêter là. L'invité donc de cet entretien, vous reconnaissez son nom, vous reconnaissez ses œuvres déjà. Nous disons merci de nous avoir suivis dans cet entretien. À vous, merci. Merci de m'avoir invité.